Et donc on va redémarrer maintenant une partie de plénière pendant 1h30. On va continuer à parler un tout petit peu de transdisciplinarité et continuer aussi à parler d'innovation sociale. Et avant de redémarrer vraiment les présentations, je voulais vous présenter la ruche actuelle qui est en train de se construire. Alors, les papiers jaunes sont les papiers qui sont plutôt des questions, des interpellations qui viennent de la société civile, des acteurs de terrain. Et les papiers oranges sont plutôt des propositions de recherche, d'offres, de réponses peut-être, qui émanent des chercheurs. Donc voilà, pour le moment, le constat est là de lui-même. On a une grande envie, un grand besoin au niveau de la société civile et j'invite vraiment les chercheurs à aller se poser un petit peu devant la ruche tout à l'heure, à regarder ces papiers et à se dire, tiens, moi je peux percuter, là je peux interagir, ce serait vraiment intéressant. Et pour vous représenter, donc en gros, on vous invite à vous remettre en mouvement. Et pour vous présenter justement un petit peu quels peuvent être les résultats de ça, on va vous présenter les Compagnons de la Terre. Les Compagnons de la Terre, c'est une nouvelle coopérative que Christian Jeunet, qui est là-bas à la droite, à votre droite, administrateur des Compagnons de la Terre, qui travaille aussi pour Barricade et qui, à partir notamment de Liège en transition et puis du projet de la ceinture alimentaire, a contribué à créer. Et Laurence Van Malder, à son côté, qui était mémorante et qui a trouvé ce projet de l'analyse dont elle vous parlera un petit peu liée aux Compagnons de la Terre via la boutique de sciences. Voilà, on peut lancer la vidéo pour la présentation des Compagnons de la Terre et on va démarrer par toi, Christian. Christian, tu peux y aller. La vidéo... Excuse-moi Vincent, je pensais qu'on allait regarder religieusement cette vidéo. Ok, bonjour à toutes et tous. Donc évidemment, comme tu l'as dit, on ne peut pas parler des Compagnons de la Terre sans parler de la ceinture alimentaire, puisque les Compagnons de la Terre, c'est une société coopérative qui est le tout premier projet concret qui est ressorti de cette jeune dynamique qu'on appelle la ceinture alimentaire liégeoise, qui est en fait une coalition d'acteurs divers et variés engagés ensemble sur un projet de long terme qui est un projet de transition ou de transformation en profondeur du système alimentaire de la province de Liège. Alors transition dans quel sens ? Dans un sens de relocalisation, dans un sens d'écologisation et dans un sens de démocratisation des systèmes alimentaires. Donc, c'est aussi bien la coopérative que la ceinture alimentaire sont des démarches transdisciplinaires. Je ne vais pas m'étendre sur la ceinture alimentaire, mais je signale que dans la session de tout à l'heure, je vais avoir le plaisir de présenter avec Pascal Marc du Centre d'économie sociale une contribution collective sur les enjeux de la ceinture alimentaire en termes de positionnement politique et institutionnel. Et donc ça, c'est vraiment une démarche transdisciplinaire dans le sens où il y a une réflexion sur les enjeux de ce mouvement social qui est faite à la fois par des acteurs de terrain, dont moi, et des acteurs scientifiques, que ce soit des agronomes, des économistes ou des sociologues. Alors, les Compagnons de la Terre, concrètement, c'est une coopérative de coproduction citoyenne. Alors, on connaît les coopératives éoliennes citoyennes qui produisent de l'électricité. Nous allons coproduire, et nous commençons déjà à coproduire notre propre alimentation. C'est une coopérative qui est détenue et gérée par des citoyens. Nous avons fondé cette coopérative à 40 personnes et nous allons essayer d'élargir cette base. Et les produits qui sortent de cette coopérative nous nourrissent déjà. Alors, c'est un projet qu'on veut emblématique à la fois de l'agroécologie et de l'économie sociale. Donc c'est un projet économique avec une finalité que je qualifierais de politique, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire de notre région, en l'occurrence liégeoise. Alors, on me demande de parler de la transdisciplinarité. Je dirais que c'est vraiment dans l'ADN du projet. La ceinture alimentaire, elle s'est créée sur des mécanismes d'intelligence collective. On a rassemblé tous les acteurs d'un territoire, parce qu'on sait bien qu'une transformation d'un système, ça ne se fait pas juste par les acteurs d'une filière. On a rassemblé les mangeurs, les consommateurs, on a rassemblé les producteurs, mais aussi les acteurs institutionnels, politiques, acteurs scientifiques. On a réfléchi ensemble sur les enjeux de la transition de notre système alimentaire local et sur les solutions qu'on pouvait y apporter. Et donc il y avait vraiment une construction de savoir collectif, de savoir nouveau, qui ont été à leur tour injectés dans cette coopérative
et donc qui propose toute une série d'innovations techniques et sociales pour rentabiliser et améliorer la vie du producteur, pour accéder à la terre, pour accéder au savoir, au savoir-faire, pour créer des liens entre l'agriculture conventionnelle et les nouveaux producteurs non issus du monde agricole, pour permettre à l'agriculture conventionnelle d'adopter des trajectoires d'écologisation. Donc il y a toute une série d'innovations qui ont été co-construites par des acteurs de terrain, des agriculteurs, des mangeurs, et puis des scientifiques, notamment du Centre d'économie sociale de l'Université de Liège, avec qui on travaille énormément, mais aussi avec le groupe Girafe, le groupe de recherche en agroécologie et transition. Et donc toutes ces innovations, elles étaient, je dirais, injectées dans cette coopérative. Alors on n'a pas toutes les réponses à l'avance des problèmes des systèmes alimentaires, on n'a pas les solutions, on apporte des réponses et on va faire des tentatives. Donc c'est une entreprise qui comporte une part de risque, c'est une entreprise à finalité sociale, ça veut dire que les fondateurs ne recherchent pas prioritairement le profit, mais en l'occurrence plutôt une transformation sociale au niveau des modes de production et de consommation. Et donc c'est une aventure qui commence et qui va se construire progressivement de manière itérative, par essai-erreur. Merci beaucoup Christian. Alors, avant d'applaudir les deux en même temps, on va entendre Laurence, plutôt de sa posture de chercheuse à la base de Mémorante et puis peut-être de future thésarde. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de pouvoir vraiment intégrer un projet transdisciplinaire ? Mais donc, moi, comme Vincent l'a expliqué, je suis un peu stressée, hein, désolée. Vous êtes beaucoup. Comme Vincent l'a expliqué, donc, je suis rentrée sur le projet par la Boutique des Sciences. Donc, j'avais envie de faire une recherche, ou en tout cas un stage, qui soit en fait en cohérence avec mes convictions. Et j'étais très intéressée par la question de l'agroécologie. Et donc, en regardant les questions qu'il y avait sur la Boutique des Sciences, je me suis rendu compte que la ceinture alimentaire liégeoise, que je ne connaissais absolument pas parce que je ne viens pas de Liège, proposait une question en agroécologie qui m'intéressait. Donc, on s'est rencontrés la première fois et on m'a proposé un sujet de recherche très vaste, impossible à faire en 3 mois. Donc la première difficulté, ça a été pour moi de recadrer la question en fait, des acteurs de terrain et de la reformuler en une question scientifique. Et donc c'est devenu... la question était de comment créer un modèle de production en région wallonne qui soit agroécologique, praticable sur des petites surfaces et qui permette aux producteurs de vivre de son propre métier. Donc on a travaillé à 2 sur la question. Il y avait un agronome qui s'appelle Benoît Noël et qu'on a vu dans la vidéo qui a travaillé avec moi. Et donc une grosse difficulté à laquelle on a été confronté, c'est le manque de cadre en fait, dans lequel évoluer. On pensait en fait tous les deux que ça allait se faire de soi-même, que ça allait être facile. En fait, on s'est vite rendu compte qu'on allait devoir mettre en place notre propre cadre de travail. Et donc on a commencé par des phases d'observation où je travaillais toute seule, où j'allais sur le terrain, où je regardais la littérature scientifique pour répondre à la question. Des phases de conception où je répondais à la question en concevant un modèle. Mais alors, là, on pensait qu'on allait trouver une réponse facile à la question de recherche et on s'est rendu compte qu'il manquait une grosse phase qui était une phase de travail de groupe. Et donc, on a commencé à se voir une fois par semaine, toute la journée. Et on a co-construit le modèle à 2, vraiment. Donc moi, j'amenais une approche qui était beaucoup trop rationnelle et théorique, qui était basée sur des faits scientifiques. Et lui, en travaillant avec lui, il m'a aidé, en tout cas, à intégrer une approche qui était beaucoup plus réflexive qu'il avait par rapport au développement rural en province de Liège. Donc ça nous a permis de construire un modèle en fait, qui s'intègre réellement dans la société, ou en tout cas qu'on espère, parce que c'est un modèle expérimental qu'on doit valider, expérimenter. Ensuite, une autre grosse difficulté... On va juste terminer avec ça, Laurence. Je te fais signe, parce que tu m'avais dit que tu me regarderais, mais tu ne me regardes pas. C'est pas facile, déjà, elle est stressée, 600 personnes. Donc voilà, si tu sais aller alors à la conclusion, ça serait super. Ok, ça va. Donc juste, une autre difficulté que j'ai eue, c'est trouver un langage commun, en tout cas avec les acteurs de terrain. Et donc il a fallu un certain temps pour ça, mais à la fin de cette recherche, on a réussi en fait, à
avoir de bons résultats et à être très productif en travaillant à deux. Et on a écrit un article donc, qui a été publié dans le monde associatif. Et donc la suite de cette aventure, c'est que j'ai proposé de continuer à m'intégrer sur ce projet parce que je le trouvais génialissime, je vous conseille d'ailleurs. Et donc j'ai écrit un projet de recherche avec des enjeux que j'avais identifiés, qui va normalement prendre la forme d'une thèse. Et en même temps, j'ai continué à m'intégrer en tant que citoyenne et je suis devenue, on va dire, une entrepreneuse sociale. Et je suis actuellement aussi administratrice dans la coopérative. Donc voilà, c'est une expérience incroyable et une manière de faire la recherche que je crois être une bonne solution. Super, merci. Voilà, on va maintenant vous passer une micro-vidéo d'un projet aussi de recherche assez important au niveau de l'Europe qui a été mené en partenariat avec Rescope, donc, dont Benjamin vous parlera un petit peu plus tout à l'heure, Benjamin Huybrechts du Centre d'économie sociale de l'ULG. Et donc il y a eu un partenariat entre le Centre d'économie sociale de l'ULG et la structure Rescope, réseau de coopératives européennes productrices d'énergie renouvelable. Et ensuite, on accueillera Olivier de Scuter et Tom de Der Wardere pour nous parler d'innovation sociale. Je lance la vidéo. For decades, Europe has been supplied with a massive amount of non-renewable energy, mainly gas coming from Russia and oil from the Middle East. Citizens need heat and electricity, but by making this with fossil fuels, pollution and greenhouse gas emissions grew dramatically and will continue to accumulate as governments seem unable to stop it. At the same time, vast amounts of money have been flowing out of our local economies due to this energy dependence, making EU citizens even more vulnerable in times of crisis. This is even worse when fueling islands, because the mainland has to cover the extra expenses. But today we have great solutions and examples of how citizens can solve this problem together. Take the Greek island of Sifnos, for example. A few years ago, Paulina and Apostolos were taking a walk on a sunny day while feeling the constant breeze of the wind over the island. Eureka! This is how they got the idea to make the island energy independent. They immediately called their neighbours to share the idea. Later on, they set up an assembly, including the mayor. While sitting around a table, they shared their thoughts, talks and discussions, proposing ideas. As a result, they created a RESCOP, a citizens' renewable energy cooperative. They were inspired by the international cooperative principles. This RESCOP was the best platform to produce their own energy on the island, using wind, solar, biomass, pumped storage, combined with energy efficiency technologies. Plans and calculations have been made and show the energy transition is feasible and makes sense. How come it is not reality yet? Vested interests, fear for change. But it is inevitable that in a few years, Sifnos will be 100% energy independent, and its people will share in the profits. They will then tell the fossil fuel boat to go and never come back. In fact, most villages in Europe are still like Sifnos, but in a growing number of places, citizens took action, just like the people of Sifnos now. The real change is up to citizens, and you are not alone. All over Europe, RESCOPs and other community power initiatives pop up. Please visit www.rescop.eu for information and practical tools on how to set up your own RESCOP. Ok, moi
ce petit temps de respiration en dessin animé, il m'a fait du bien. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on lance un dessin animé sur Rescope sans parler directement de Rescope, mais ça prendra son sens tout à l'heure lors de la table ronde. Je vais inviter maintenant Tom de Deroir d'Heureux et Olivier de Scuter pour leur présentation respective sur l'innovation sociale. Voilà, bonjour à tous et à toutes et merci à mes amis Marie Cudon et Jean-Pascal Van Yperseel d'avoir de nouveau trouvé cette énergie et cet enthousiasme pour organiser une seconde édition de ce congrès interdisciplinaire sur le développement durable. J'aurai le plaisir de présenter quelques aspects du travail que nous faisons, Tom de Deroir d'Heureux et moi-même, sur les liens entre innovation sociale et développement durable, et que nous développons ici, à quelques pas d'ici, au Centre de philosophie du droit de l'UCL. Je voudrais peut-être partir d'abord d'une clarification quant à la notion d'innovation sociale. C'est une notion qui est parfois comprise comme simplement l'inverse des innovations technologiques ou qui est utilisée dans des sens, au fond, tellement variés et multiples que la notion aboutit à perdre toute signification. Nous sommes intéressés aux innovations sociales qui présentent, au fond, deux caractéristiques. D'abord, elles viennent des citoyens, des citoyennes ordinaires qui cherchent à aménager leur quotidien, à changer leur environnement immédiat par des initiatives dont ils et elles sont les inventeurs. C'est donc des innovations sociales bottom-up, si vous voulez, qui nous intéressent. Et ce sont des innovations sociales qui sont motivées non pas par le souci de faire du profit, d'augmenter les revenus, mais par des valeurs, des motivations qui sont relatives aux générations futures ou aux populations lointaines, bref, à un avenir plus durable. Et donc, même si innovation sociale est parfois utilisée aussi pour décrire les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, ou comme pouvant inclure des nouvelles modalités de gestion des ressources humaines, nous sommes intéressés à quelques innovations sociales qui présentent ces deux caractéristiques combinées. Et elles sont nombreuses, elles prolifèrent, elles sont de plus en plus considérées à juste titre comme pouvant ouvrir les voies de la transition, que des approches beaucoup plus top-down, fondées sur l'usage de réglementations contraignantes, de taxes et de subsides, ne sont pas capables de réussir de la même manière, bien que ces approches fussent évidemment utiles et soient complémentaires des approches fondées sur la transition à partir des innovations sociales. Alors, pour illustrer ce que sont ces innovations sociales qui nous intéressent, je vais sans doute répéter un peu de ce qui a déjà été présenté. Je vais aussi anticiper un peu sur ce qui va suivre, mais je voudrais concrétiser un tout petit peu ce que nous envisageons. C'est par exemple les potagers collectifs urbains, comme avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale, le Potage-Toit, qui est un potager urbain sur le toit de la Bibliothèque nationale initié par des associations bruxelloises. C'est le potager collectif de Tour et Taxi qui a réaménagé au fond cet endroit qui était un chancre mal fréquenté en potager collectif que chacun peut aller contribuer à cultiver. C'est évidemment tout le mouvement des circuits courts en matière alimentaire tels que notamment, mais pas seulement, développés à partir des GASAP, des groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Et vous avez ici une carte un peu datée déjà, elle date de 2012, de Bruxelles, qui montre combien ces GASAP commencent à émerger dans l'ensemble des communes bruxelloises. Le domaine de l'alimentation est un domaine qui se prête particulièrement bien à la prolifération de ces innovations sociales. Un autre exemple, ce sont les supermarchés coopératifs tel que inauguré à Brooklyn il y a déjà 20 ans avec le parc Slope Food Coop qui a été un modèle pour d'autres initiatives plus récentes. La Louve à Paris, qui illustre la photo de droite, ou encore plus récemment chez nous, Bees Coop, qui est une structure coopérative, participative, un supermarché qui veut fonctionner sur ces mêmes bases et fournir des produits de qualité à des prix
en dessous des prix du marché en échange d'un investissement des coopérateurs dans le fonctionnement de la structure. Bien entendu, l'alimentation n'est pas le seul domaine dans lequel ces initiatives se font jour. On vient de voir un petit film très stimulant d'ailleurs, je trouve, qui montre combien dans le domaine de l'énergie, les initiatives se multiplient également. On a parlé d'une île grecque, il y a au moins aussi célèbre une île danoise, Samsø, qui là aussi a décidé de se transformer en île à énergie positive, en investissant dans un parc d'éoliennes, en investissant dans une production d'énergie à partir de la biomasse ou encore en investissant dans l'énergie solaire. Et les calculs qui ont été présentés à propos de l'île grecque valent ici aussi. Ces habitants ont réussi à devenir autonomes et même fournisseurs positifs d'énergie par un investissement qui en quelques années s'avère rentable. On a également toute une série d'innovations qui concernent la manière d'acheter, de louer, de prêter des biens, souvent sur la base de la gratuité, de l'échange dans l'économie de partage ou l'économie collaborative. Le partage en covoiturage à travers Blablacar par exemple, Airbnb qui est une méthode de prêt de lieu de vie entre particuliers, ou encore ShareTribe, qui est une plateforme d'échange d'outils permettant de ne plus devoir acheter la légendaire perceuse, puisqu'on peut l'emprunter, cette perceuse ou sa tondeuse, aux voisins à travers cette plateforme. Ces innovations sociales sont très souvent rendues plus faciles par les innovations technologiques qui les accompagnent, et notamment par l'utilisation des technologies de la communication, de l'information et de la communication, qui permettent de substituer à des intermédiaires l'usage de ces plateformes électroniques. Enfin, dernier exemple peut-être sur lequel je m'en voudrais de ne pas dire un mot au moins, c'est le développement de monnaies locales, complémentaires des monnaies, je dirais, frappées du sceau de l'État, les monnaies officielles, des monnaies locales complémentaires qui permettent de relocaliser l'économie et de multiplier l'impact positif sur l'économie locale des échanges marchands. On a eu récemment, l'an dernier, le Talent émergé à Louvain-la-Neuve, le Valeureux à Liège. Il y a des exemples plus connus et plus anciens. Par exemple, ce fameux Totnes Pound, qui est un des exemples favoris de Rob Hopkins, qui tient toujours à préciser, mais vous l'aurez compris, que les billets de banque qui sont présentés là sont des faux et ne sont pas en réalité de cette taille. Mais l'exemple vient de Bristol, une autre ville anglaise qui a développé le Bristol Pound il y a maintenant quelques années. Et c'est encore une innovation sociale qui part souvent d'une attente des citoyens et qui vise à éviter la dépendance sur des circuits financiers plus importants et à échelle plus large. Alors, ceci se rapporte directement au développement durable, pourvu qu'on veut bien voir que cette notion évolue. Et je voudrais suggérer que si, en 1992, lors du sommet de Rio, dont un des acteurs importants était déjà Jean-Pascal Van Ypersele, nous parlions du développement durable à partir de l'idée qu'il y avait une manière d'aboutir à davantage d'efficience dans l'utilisation des ressources en faisant plus avec moins, à partir de l'idée que le monde est prévisible et calculable, qu'il y a des bonnes solutions qui peuvent être diffusées de manière généralisée et que la spécialisation est la solution. On est aujourd'hui dans une compréhension du développement durable qui, par-delà, je dirais, la nature des textes onusiens qui ont tendance à se répéter beaucoup, en fait, change d'accent. Aujourd'hui, l'accent est moins sur l'efficience dans l'utilisation des ressources, quoique le thème de la croissance verte se focalise encore sur ce paradigme. On insiste beaucoup plus sur la résilience. Et la résilience, ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas la division du travail, ce n'est pas la spécialisation de chaque région en une production déterminée ou la spécialisation des individus en certaines compétences limitées, c'est la diversité, c'est l'apprentissage, c'est le pluralisme dans la recherche des solutions, de manière à pouvoir faire face à des chocs, aux imprévus, dans un monde dont on reconnaît qu'il devient imprévisible et qu'il sera caractérisé à l'avenir par des chocs économiques
par des ruptures liées au changement climatique. Si l'on comprend ainsi le développement durable, l'on comprend que ces initiatives citoyennes, ces innovations sociales présentent des liens très étroits avec les différents piliers du développement durable. Bien entendu, d'abord avec le pilier environnemental. Les innovations sociales sont une manière pour les citoyens et les citoyennes ordinaires d'amorcer une descente énergétique. C'est un des mots une des expressions qui sont les plus utilisées par le réseau de transition. C'est une manière, par conséquent, de réduire notre empreinte écologique, de contribuer donc à l'atténuation du changement climatique. Mais c'est aussi une manière de nous adapter aux changements inévitables que le changement climatique va amener et que vont amener d'autres ruptures écologiques et d'autres destructions des écosystèmes. Je prendrai un seul exemple pour illustrer cela, c'est celui de l'étude publiée à partir d'un examen de 130 pêcheries qui sont en cogestion par les communautés locales de pêcheurs, qui sont donc des structures participatives sans, je dirais, approche autoritaire de la part des autorités publiques. Et l'étude comparative conduite, vous le voyez, sur un ensemble de régions du monde, montre que la confiance que les participants à ces initiatives ont les uns envers les autres, que la qualité du leadership sont les éléments clés pour la réussite de ces mécanismes de cogestion. Ces points colorés que vous avez sous les yeux montrent le succès plus ou moins important de ces pêcheries en cogestion selon des critères d'évaluation de leur succès qui montrent la place tout à fait importante que la participation et la confiance jouent dans le succès de ces stratégies. Ces innovations sociales permettent aussi de faire droit au principe de précaution. Quand on a des alternatives qui reposent sur les initiatives citoyennes, l'on est moins tenté par la course technologique au mépris des risques que cette course peut parfois comporter. Et enfin, je dirais que pour les initiatives de restauration des écosystèmes, les innovations sociales sont très importantes aussi parce que ces tentatives de restaurer les écosystèmes sont fondées sur l'idée que les gens doivent pouvoir s'investir dans l'action collective. Et l'action collective suppose qu'on se fasse confiance, qu'on se vive comme membre d'une communauté et que nous avons intérêt, par conséquent, à être altruistes et ne pas avoir des comportements caractérisés par, je dirais, le souci de maximiser sa propre situation. C'est d'ailleurs une dimension qui est évidemment très importante dans ces innovations sociales, c'est la dimension que je pourrais qualifier d'anthropologique. Une partie importante de la science de l'environnement vient de cette idée popularisée par Gareth Hardin en 1968 dans son article fameux « The Tragedy of the Commons », qui imagine que parce que nous serions des êtres égoïstes, peu attentifs aux besoins de la collectivité, le fait de ne pas délimiter les droits de propriété ou de ne pas inviter l'État à nous ordonner des comportements vertueux déboucherait sur la destruction de ce que sont les biens collectifs, de ce que sont les biens communs. Et en réalité, on a maintenant un nombre de plus en plus important d'études qui montrent qu'au fond, ceci est une invention. Que cette idée que nous serions des homo economicus, des hommes et des femmes économiques, comme les appelle Christian Laval, est une fiction qui n'est certes pas neuve et qui par conséquent finit par influencer la représentation que nous avons de nous-mêmes, mais les études qui remontent plus loin dans le temps, comme cette étude impressionnante publiée l'an dernier sur l'évolution de notre espèce, montrent que c'est parce que nous coopérons et que nous avons la capacité de construire des actions collectives que nous avons au fond pu progresser dans l'évolution. Alors, deuxième pôle, je serai rapide Vincent sur ces autres pôles du développement durable, c'est évidemment le pôle économique. Nous avons des économies qui se sont caractérisées depuis le milieu des années 80 par une croissance très forte des inégalités. Ce tableau, publié par l'OCDE en 2012, montre la croissance des inégalités dans pratiquement tous les États de l'OCDE depuis le milieu des années 80, jusqu'à avant la crise qui n'a fait qu'augmenter les inégalités. Et ces inégalités sont un véritable problème économique, parce qu'au fond, cela conduit à ce que les crises ne sont pas
surmonter facilement, que des bulles financières se forment qui conduisent à la volatilité des prix sur les marchés et au fond à des chocs économiques à répétition. Les initiatives de transition, les innovations sociales dans lesquelles les gens inventent des nouvelles manières de produire, de consommer, de se mettre ensemble pour réduire les déchets, par exemple, sont d'une certaine manière une réponse à cette croissance des inégalités. Réponse insatisfaisante, insuffisante, mais réponse néanmoins. D'abord parce que lorsqu'on construit son autonomie, par exemple en développant des rapports directs avec des producteurs, en cultivant ses propres légumes ou en produisant son énergie, son pouvoir de négociation par rapport aux grands acteurs de l'économie qui monopolisent la production et la distribution, ce pouvoir de négociation se trouve renforcé. Ces grands acteurs sont sous pression, au fond, de s'adapter à une demande changeante. Et tout à l'heure, dans l'atelier que j'ai eu le plaisir de présider, on a eu une très belle description de cette coévolution de l'offre et de la demande dans le domaine des circuits alimentaires. Deuxième élément, c'est que ces initiatives de transition nous obligent à une sorte d'introspection, de réflexivité sur ce qui nous sommes et sur ce que nous voulons, et à distinguer entre nos désirs, tels qu'ils sont créés par la publicité en particulier, et le regard d'autrui, et nos besoins, ce qui vraiment nous importe ou devrait nous importer. Et c'est une des sources, évidemment, du mouvement de la sobriété choisie, volontaire, heureuse, qui est une traduction de cette réflexion. Et puis, troisièmement, ces initiatives de transition, ces innovations sociales, parfois prennent la forme de l'économie de la fonctionnalité, où l'on substitue le droit d'avoir accès à certains services, à l'usage de certains biens, à la possession même de ces biens, comme dans l'exemple tout à l'heure de la perceuse que j'ai utilisée. Alors, je ne veux pas prétendre que c'est la panacée. Évidemment, ceci n'est pas de nature à répondre aux problèmes macroéconomiques de sociétés où les inégalités continuent de croître et où le cycle vertueux fordiste n'est plus d'actualité. Mais en outre, il faut reconnaître qu'il faut faire des études très attentives, innovation sociale par innovation sociale, pour examiner l'empreinte écologique de ces différentes initiatives. Par exemple, des chercheurs de l'IDRI, de Mailly et Novell en 2014, ont étudié l'économie collaborative, toutes ces expériences de partage que j'ai évoquées tout à l'heure, et ont montré qu'en réalité, parfois, ces innovations avaient un impact négatif sur l'environnement. Elles peuvent amener à consommer des choses que l'on n'aurait pas consommées sinon. Elles peuvent multiplier les déplacements des objets, certes sur de plus courtes distances, et elles peuvent parfois accélérer le rythme de destruction des objets en raison de l'usage qui peut en être fait. Alors, troisième pôle, c'est le pôle social. Ces initiatives, très souvent, sont une manière de renforcer l'intégration sociale et de faire rempart à l'exclusion économique et monétaire pour beaucoup de membres de la communauté. Il est intéressant, par exemple, de constater que dans une des premières études qui ont été faites sur le mouvement de transition lancé en 2006, vous le savez, à partir de la ville anglaise de Totnes, on a donc examiné 74 groupes investis dans ces initiatives de transition, et les motivations principales sont notamment non seulement la résilience locale, mais aussi la construction de liens sociaux au sein de la communauté. Et donc, l'intégration sociale est au cœur de la préoccupation de ces initiatives. Alors, ce sur quoi je voudrais pour ma part terminer, avant de passer la parole à mon collègue Tom de Doorwaarder, c'est au fond l'importance dans ces débats des institutions de la gouvernance de la politique. Au point que dans le texte écrit que nous préparons, nous parlons d'un quatrième pilier du développement durable, qui est le pilier politique, peut-être trop souvent sous-estimé et pourtant essentiel. Je voudrais dire ici 3 choses. D'abord, les initiatives de transition, les innovations sociales par les communautés locales sont de nature à renforcer la démocratie locale, d'abord parce que cela oblige les décideurs à prendre acte de ce que des alternatives existent et donc à ne pas se contenter des solutions les plus paresseuses et les plus faciles qui se présentent à eux. Mais en outre, il n'est pas rare que ces initiatives citoyennes
amène des nouvelles structures de participation démocratique, par exemple les conseils de politique alimentaire, qui, nous le savons, se sont développés surtout en Amérique du Nord, mais commencent de se développer au Royaume-Uni et pourraient peu à peu se développer également chez nous. Et réciproquement, la démocratie locale, ça permet de renforcer les liens de confiance permettant la construction de l'action collective entre citoyens et citoyennes, et cela permet aussi d'accompagner la relocalisation de l'économie par des structures politiques qui sont à la taille de ces économies locales qu'on essaye de régénérer. Je voudrais donner simplement un exemple. Si vous avez envie de développer une certaine autonomie énergétique à l'échelle de votre communauté, de votre île, comme dans l'exemple de tout à l'heure, vous allez devoir rechercher l'accord des citoyens pour qu'on construise un parc d'éoliennes à proximité de chez eux pour fournir l'électricité dont ils ont besoin, et vous n'allez pas pouvoir vous contenter de simplement payer des soldats pour défendre des champs pétroliers au Moyen-Orient, ou bien vous contenter de polluer des territoires où l'on va miner le gaz ou le pétrole. Et donc, c'est une manière, si vous voulez, d'obliger à une internalisation de ces externalités qui, sinon, seraient le résultat de cette course vers la consommation d'énergie. Je te vois, Vincent, je ne t'ignore pas, quoi que tu sois dans le noir. Alors, deux dernières réflexions. D'abord, on a parfois critiqué ces initiatives et les innovations sociales que j'ai à l'esprit ici, au départ d'un risque que je crois, pour ma part, largement imaginaire, un risque d'une sorte de patriotisme local qui serait à la limite de la xénophobie et de l'exclusion de l'autre. Et on a des articles dans la littérature qui apparaissent pour dénoncer cette tendance à la romantisation du local et aux tendances à l'exclusion de l'autre qui en serait la conséquence. Dans toutes les initiatives de transition que nous étudions, dans toutes celles où je me rends, je vois exactement l'inverse. Je vois des communautés qui sont en réalité une source d'apprentissage de la citoyenneté. Je vois des initiatives qui intègrent à la communauté des personnes qui, récemment arrivées ou ayant une origine différente, ne seraient pas sinon intégrées dans la communauté. Et je crois qu'il y a en fait là une chance pour la démocratie locale d'être réinsufflée et une chance pour les communautés d'être davantage caractérisées par la richesse des liens sociaux plutôt que par la méfiance vis-à-vis de l'extérieur. Et je dirais que c'est d'autant plus important de renforcer ces démocraties locales qu'elles peuvent être très importantes, ces démocraties locales, pour lever les obstacles à la diffusion de cette transition. Enfin, dernier mot, mon cher Vincent, c'est la dernière critique qui est adressée parfois à ces innovations sociales, à ces initiatives de transition, qui est de dire, au fond, voilà ces initiatives citoyennes qui viennent donner un prétexte à l'État pour se désinvestir. Lorsqu'on a soi-même pris en main les choses pour recycler des déchets, pour créer des circuits courts, des épiceries sociales, etc., est-ce qu'on ne fournit pas un prétexte commode à une politique qu'on qualifie commodément de néolibérale, de retrait de l'État des services qu'il est censé rendre aux citoyens? Et c'est notamment une question qu'examine Nathan McClintock dans cette étude de 2014 sur l'agriculture urbaine, où il constate que ces discours qui consistent à dénoncer l'agriculture urbaine, les circuits courts comme néolibéraux sont indissociables des discours qui font au contraire l'éloge de l'autonomie, de la résilience que la diffusion de l'agriculture urbaine permet. Pour ma part, je dirais simplement que c'est pour cette raison précisément que les innovations sociales doivent être politisées, doivent être reliées à une réflexion sur la régénération de la démocratie et de la vie démocratique locale en particulier. C'est cela que veut dire, je crois, Martha Nissens quand elle dit que les innovations sociales faibles doivent être dédoublées par des innovations sociales fortes qui remettent en cause le système qui amène ces innovations sociales à se développer. Et cette politisation de la question, cette obligation que nous avons de à la fois inventer des solutions et de travailler
à changer les structures démocratiques de décision pour qu'elles intègrent les préoccupations qui émanent de ces initiatives de transition. C'est vraiment la prochaine frontière, me semble-t-il, de cette discussion entre innovation sociale et développement durable. Voilà, je n'en ai pas tout à fait terminé avec vous, je laisse la parole à mon ami Tom. Voilà. Merci Olivier pour ce beau résumé de recherche en cours, en partenariat. Et j'aimerais bien rebondir sur l'implication de ce qu'Olivier expliquait, sur notre rôle comme chercheur. Parce que si effectivement la recréation du lien social, du tissu social sur un territoire est important, si la démocratisation, la démocratie locale devient au cœur de l'innovation sociale, mais le chercheur ne peut plus se positionner comme l'expert classique qu'on va mobiliser pour éclaircir la situation des acteurs de terrain. Il faudra réinventer la relation. Ceci, évidemment, va en sens opposé du besoin de réflexivité qu'Olivier a aussi souligné. L'exemple de l'économie collaborative étudié par l'IDRI, où finalement, on voit qu'une innovation sociale produit les effets contraires de ce que les acteurs voulaient atteindre. Donc, à la fois, il y a un besoin de réflexivité. Donc là, je pense que le scientifique peut jouer un rôle, mais il y a un rôle à réinventer pour s'arrimer avec le besoin d'autonomie, d'autodétermination et la reconstruction de tissus locaux. Alors, j'ai amené 2 exemples pour voir où cette réflexivité peut jouer un rôle ou peut parfois être mise à mal. Un premier exemple, c'est un exemple d'innovation technologique. Et j'ai pris délibérément un exemple d'innovation technologique parce que il est évident que dans la transition, la technologie va jouer un rôle important. Mais la question, c'est évidemment comment coupler innovation technologique avec innovation sociale, démocratie locale et autonomie des acteurs. Ici, c'est l'exemple de Agrobio Périgord, où finalement, on a dû faire appel à des chercheurs du Mexique pour réinventer une pratique de sélection qui a existé en France depuis longtemps, mais qui était basée sur la mise en commun, la création d'une maison de la semence, où on a collectivisé les semences actuelles et on a réinventé, où on a recréé de nouvelles variétés de maïs plus adaptées aux dynamiques territoriales. Mais ce qui était plus important que l'aspect technologique, dans les interviews, on voit pourquoi les fermiers entrent dans cette dynamique de mise en commun et d'innovation technologique. C'est parce que ça leur redonne une autonomie, ça leur donne une maîtrise sur leur propre destin. Ils ont de nouveau l'impression d'être acteurs de l'évolution de leur territoire. Et ça ressort très fortement de ce type d'expérience. Et à ce moment-là, nous sommes en partenariat avec eux, on essaie de construire un partenariat de recherche avec eux. Ils sont spécialement demandeurs sur cet aspect-là, sur comment renforcer les aspects gouvernance de nos interactions avec les fermiers pour permettre ce lien d'autonomie, cette reprise en main par les fermiers de leur destin. Donc c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un exemple d'une initiative de transition qui a, je regarde si le transparent est apparu, voilà, une initiative de transition où on a déjà mis en place un partenariat entre une université et un ensemble d'acteurs de la transition. C'est l'université de Gand où on a créé un Transition Stundpunt, donc un partenariat sur la transition. C'est un partenariat qui a fonctionné pendant 15 ans, mais où il a manqué l'élément de réflexivité. L'objectif du partenariat, c'était de passer de la solution, je dirais, high-tech pour résoudre les problèmes des déchets, vers une solution collaborative qui implique un ensemble d'acteurs sur un territoire. Pendant 15 ans, on a discuté au sein du Stundpunt et finalement, au bout de course, on s'est rendu compte que les acteurs n'étaient pas dans ce partenariat pour la même raison. Les entreprises voulaient recréer une industrie de réutilisation des déchets sans aucun accent sur la diminution de la production de déchets. Tandis que les acteurs sociaux, ils étaient là pour diminuer la production de déchets. Et finalement, ce manque de réflexivité dans le processus transdisciplinaire a fait en sorte que tout ce trajectoire était inutile. Donc c'est absolument important que cette réflexivité dont Olivier a parlé soit présente dès le départ et qu'on clarifie pour quelles raisons on lance le partenariat, quels sont les intérêts des partenaires en jeu et comment est-ce qu'on va évaluer en commun les résultats. Cet exemple est intéressant aussi parce que ça illustre aussi un autre travers de la transdisciplinarité. C'est que les incinérateurs high-tech que j'ai mis là sont des incinérateurs du Danemark qui en fait ont été créés avec les communautés locales. C'était l'idée que si moi je mets mes déchets à l'incinérateur va renvoyer de l'énergie vers mon ménage et va chauffer ma maison avec les déchets brûlés. Et le Danemark est devenu leader mondial dans la cogénération.
Mais ça veut dire que moi, je n'ai plus aucun problème à jeter mes déchets parce que ça va chauffer ma maison. Et par conséquent, le Danemark est devenu le pays où le nombre de déchets ménagers par habitant est le plus élevé. Et donc, c'est le résultat d'un développement technologie locale en partenariat. Et donc, de nouveau, cette réflexivité, pourquoi est-ce qu'on crée le partenariat, dans quel sens est-ce que nous allons aller, est absolument clé pour avoir une recherche transdisciplinaire qui permet de bénéficier au développement durable, mais aussi de créer des capacités d'autonomie des acteurs. Alors, quelles sont ces capacités d'autodétermination qu'on a retrouvées dans nos recherches? Et je vais terminer là-dessus. C'est que d'une part, dans les innovations sociales, les acteurs sont demandeurs d'un sentiment d'autonomie dans leur action et aussi d'un sentiment renforcé de compétences. Et ces sentiments, on va les retrouver dans le plaisir à faire des activités, à expérimenter localement. Donc, plutôt qu'un expert me dit la solution, qui me permet d'expérimenter avec la solution et puis me donne un encadrement, l'apprentissage. Ce sont toutes des motivations qu'on peut qualifier en psychologie de motivations intrinsèques. Et donc, tout l'enjeu, ce sera de combiner ces motivations intrinsèques, qui sont importantes pour la motivation, avec des objectifs collectifs de développement durable. Et c'est vraiment ça l'astuce et l'alternative sur laquelle nous débouchons par rapport à la politique classique qui est basée uniquement sur des incitants monétaires directs pour compenser les externalités économiques ou de la régulation directe. Par rapport à ça, le cocktail, je dirais, des motivations intrinsèques avec l'internalisation des objectifs collectifs semble très important. Et donc, de cette façon-là, on trouve une évolution qui va de la gauche à la droite du slide, qui permet d'une part l'internalisation des objectifs, des motivations extrinsèques, parce que œuvrer pour le développement durable, ça restera toujours une motivation extrinsèque, ça n'est jamais de façon inhérente motivationnelle. Mais si on peut l'internaliser et le rendre compatible avec nos propres valeurs, le pouvoir motivationnel va augmenter. Donc, de nouveau, dans les fermiers d'AgroBio-Périgord, c'est vrai qu'ils donnent leurs semences à la maison de la semence. Donc, ils font quelque chose qui est extrinsèque à eux, c'est pour un bien collectif, mais ils ont internalisé cet objectif par rapport à leur propre vision de développement territorial. Et le deuxième élément, c'est donc prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, être satisfait, recréer du lien social, sont toutes des motivations intrinsèques. Et donc, c'est ce cocktail-là qui nous a semblé pertinent. Alors, je vais devoir conclure. Au niveau recherche, donc, ça permet d'aller vers des changements qui sont stimulés par l'extérieur, vers des changements de long terme. Et on voit la différence des politiques sur des mêmes territoires et on voit les effets de court et de long terme. Et au niveau recherche, d'une part, c'est important que le processus participatif d'innovation sociale soit respecté, mais le chercheur peut jouer un rôle par rapport à la réflexivité en faisant un suivi des expériences et en créant des systèmes d'évaluation commune, de coproduction, qui augmentent l'autodétermination des acteurs. Et de nouveau, donc ici, c'est un slide en fait résultant de partenariats dans 7 pays européens, où dans le projet biodiversité, on a pu effectivement construire ces partenariats et constater que dans les projets qui sont basés sur des incitants externes, ils ne sont pas intéressés dans ces partenariats. Par contre, les projets de biodiversité intégrés dans le développement territorial, là, ces partenariats jouent et ont pleinement leur sens. Et je laisserai maintenant la parole à Olivier pour 2-3 commentaires de conclusion. Je suis sûr que vous mourrez tous d'envie de savoir ce que l'État a à voir dans ce paysage, mais je propose qu'on remette ça au congrès interdisciplinaire numéro 3 et ne pas épuiser l'énergie de la salle. Donc passons effectivement au débat. Et merci à tous et à toutes de votre écoute.